Ce fut la visite du colporteur le printemps suivant qui donna à Anna l'idée singulière qui serait peut-être une aubaine pour les soirées chauds. Par un après-midi froid d'avril 1848, elle se tenait avec madame Hardy près de la voiture surchargée de Septimus Cheverley. Et tandis qu'il vantait d'une voix charmante les vertus de différents moules à beurre, vaporisateurs et brosses, Anna ne cessait de penser à l'aversion persistante de Ryver envers leur infortunée petite-fille. Soudain, le colporteur dit quelque chose qui la ramena à l'instant présent. Mesdames, j'ai une nouvelle collection de porcelaine qui flattera, j'en suis sûre, votre bon goût. Avec un geste maniéré, il présenta une assiette décorée de délicates roses jaunes. C'est un article de Paris, vendu 5 sous seulement, la pièce. À peine plus cher pour les plats. Anna prit l'assiette, examina le dessin et fit courir son doigt sur le bord. Comment pouvez-vous vendre de la porcelaine française à si bas prix? Le colporteur se raidit. Ai-je dit que cet article venait de France? Ma bonne dame, non, pas du tout. Septimus Cheverley ne triche jamais sur sa marchandise, ça non. Alors pourquoi prétendez-vous que c'est de la porcelaine française, si elle ne vient pas de France? C'est idiot, s'exclama madame Hardy. Non, c'est une façon de la décrire. Cette porcelaine ressemble à celle qui est fabriquée en France, donc le fabricant l'a appelée article de Paris. Madame Hardy reposa la bouilloire qu'elle tenait et jeta au colporteur un regard torve. Espèce de vieille chèvre menteuse, vous essayez de nous mener en bateau. Ma bonne dame, Septimus Cheverley est l'honnêteté même. Il ne triche jamais sur sa marchandise. Ça non. Mais si les clientes ne comprennent pas et pensent que cette belle porcelaine vient de France, ben pourquoi pas. Anna sourit et lui rendit l'assiette. Avez-vous beaucoup de clientes qui ne comprennent pas? Il répondit en empochant l'argent de leurs autres achats. Un nombre surprenant, oh ça oui. Le fabricant de ces plats ne parvenait pas à les vendre auparavant. Il a eu l'idée de les baptiser articles de Paris. Et tout le monde en a voulu. J'en manque constamment. Tout ça parce qu'il a changé le nom? Eh oui, incroyable, hein, pas vrai? Puis Septimus Cheverley remonta en voiture, agita le bras en signe d'adieu et s'éloigna dans un remue-ménage de pots et de casseroles brinque-branlant, vers la prochaine maison sur sa route. Laissant les deux femmes méditer sur la crédulité de leurs compatriotes. Tout en causant, Anna pensait aux articles de Paris du colporteur. Elle regarda la marque de son fils. Fil de soie. De son fil. Compagnie des soirées chauds. L'idée lui vint lumineuse. Elle partit chercher River. Il était assis dans la salle des machines avec James, pensait sur un ensemble de pièces graisseuses réparties sur une longue table de bois. Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner, James. Si, je t'assure, répondit James, qui, en se redressant, vit Anna et l'accueillit avec un grand sourire. Bonjour Anna, qu'est-ce qui vous amène ici? Je voudrais parler à River. Celui-ci ne leva même pas la tête. Ça ne peut donc pas attendre? Nous sommes très occupés. C'est important. Au point de ne pas pouvoir attendre ce soir, elle resta à sa place décidée à ne pas se laisser renvoyer comme un enfant importun. Oui, River croisa les bras sur la poitrine et la regarda d'un air ennuyeux et impatient. Eh bien, j'ai une idée pour vendre plus de films. River eut une grimace condescendante. Et quelle est cette extraordinaire idée? Je pensais que vous devriez donner un nom italien à votre production. Il carquilla les yeux, incrédule, puis éclata de rire. Un nom italien, mais pourquoi donc? Notre fil ne vient pas d'Italie. Il est fabriqué dans le Connecticut par la Compagnie des soirées chauds, et il ne changera jamais de nom. Il se pencha de nouveau au-dessus de la table, lui signifiant son congé. Les joues en feu, Anna ne bougea pas. Au lieu de rejeter aussi vite mon idée, River, laissez-moi vous parler des articles de Paris de Septimus Cheverley. Anna, je vous ai déjà dit que James et moi étions occupés.
James essuya ses mains pleines de graisse. Cela peut attendre, écoute donc, Anna. River capitula avec un soupir agacé, et elle leur raconta son entretien avec le colporteur. Mais n'est-ce pas la soierie italienne la plus réputée? Pour le moment, répondit River. Alors pourquoi ne pas appeler votre soie fil de soie de Gênes ou fil de soie de Milan? Après tout, il est aussi bon que l'italien, non? Meilleur, dit River. Mais il n'est pas fabriqué en Italie, et lui donner un nom italien serait trompeur. Je suis fier de notre soie et ne veux en aucun cas participer à une tricherie. Il ne s'agit pas de tricher. L'étiquette dirait qu'il est fabriqué par la compagnie des soieries Shaw, Connecticut. Si les gens pensent qu'il est meilleur parce qu'il porte un nom italien, ce sera leur faute et non la vôtre. James eut un large sourire. Ce n'est pas bête. Pourriez-vous au moins essayer demanda Anna. J'y penserai, répondit River d'un ton neutre, dénué d'intérêt. Et Anna se dit qu'il finirait par trouver une bonne raison pour rejeter sa proposition. Elle quitta la salle des machines avec le sentiment d'être plus que jamais une étrangère pour son mari et se rendit à l'atelier de Samuel. Debout à la fenêtre, elle regardait sa maison tandis que Samuel terminait une gravure à sa table de travail. Cela ne marchera pas, murmurait-elle. C'est une bonne idée, mais comme elle vient de moi, il n'en fera rien. Ouf, mon frère vous réserve bien des surprises, dit Samuel. Il est fier et entêté, mais il mettra ses sentiments personnels de côté pour le bien de la filature. Si donner un nom italien en fil rend service aux soirées chauds, il le fera, même si l'idée venait de l'une des gargouilles de Naomi. Elle sourit. Samuel se leva et traversa la pièce. C'est un grand plaisir de vous voir sourire de nouveau, Anna. Il y a longtemps que cela n'était pas arrivé. Consciente de sa présence, à un pas derrière elle, elle regardait obstinément la fenêtre. Vous l'avez remarqué? Je remarque tout ce qui vous concerne, mais je n'en dis rien pour notre salut à tous deux. Cependant, si vous avez envie de me parler, sachez que je suis toujours là. Elle lui fit face, prête à décliner son offre, mais lorsqu'elle vit la chaleur et la sympathie dans ses yeux pâles, elle se rendit compte qu'elle devait se confier ou exploser. Driver ne partage plus ma chambre. Il ne veut pas prendre le risque d'avoir un autre enfant comme Abigail. Sans un mot, Samuel la prit dans ses bras. Anna songea qu'elle ferait mieux de fuir le danger, car le moindre fleurement de sa main, le contact de sa joue quand il l'embrassait pour lui dire bonjour, suscitait en elle tant de pensées coupables, mais cette fois, pourtant, elle se laissa faire. Mon frère sait aussi se conduire comme un salaud, sans cœur, dit Samuel. En fermant les yeux, Anna posa la tête contre l'épaule de Samuel. Sa froideur envers Abigail me blesse tellement. Vous et James êtes si gentil avec elle, si patient, alors que son propre père ne peut la voir sans répulsion. Il considère ses enfants comme une réplique de lui-même, et il ne parvient pas à accepter l'imperfection d'Abigail. Elle recula d'un pas. Ce n'est pas de sa faute si elle est comme ça. Votre indignation est justifiée, mais n'êtes-vous pas également furieuse à cause de l'attitude de River à votre égard? Vous êtes une femme de passion, Anna. Sa voix se fit plus grave. Ses yeux la scrutèrent. Je ne peux pas vous imaginer seule toutes les nuits jusqu'à la fin de vos jours. Ne dites pas de choses ainsi, aussi intimes, Samuel. Vous savez que je n'aime pas cela. Oui, mais comment m'en empêcher, surtout quand je vous vois souffrir ainsi? Les plaisirs conjugaux sont fort surestimés. Je survivrai certainement à ma solitude. L'expression de Samuel se durcit. Un muscle frémit sur sa mâchoire. Qu'est-ce que mon frère vous a fait? Rien, rien du tout. Oubliez ce que j'ai dit. Elle se dirigea vers la porte, mais la main de Samuel glissa sur son épaule l'arrêta. Comment pourrais-je oublier? Elle se tourna vers lui. Je suis venue vous voir parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui sache me réconforter, pas pour badiner, ni pour être prise en pitié, Samuel. Je le sais, dit Samuel. Je ne veux pas vous mettre, je ne veux pas me mettre entre River et vous. Cela est déjà fait, pensa Samuel. Ne vous inquiétez pas pour ça. Elle se détendit.
C'est heureux parce que si cela devait arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Anna, je souhaite seulement que vous veniez me voir quand vous en avez envie, chaque fois que vous avez besoin d'amitié et de réconfort. Je tiens beaucoup à notre amitié. Je ne veux pas la gâcher. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Cela n'arrivera jamais. Comme elle s'éloigna, il la rappela. Tenez-moi au courant de la décision de River à propos de votre idée. Je n'y manquerai pas. Ses pas décrurent dans l'escalier. Par la fenêtre, Samuel la vit sortir puis monter vers la maison. La brise d'Avil, la brise d'avril jouait dans ses jupes. Je sais pourquoi River ne partage plus ton lit, se disait-il. Cela n'a rien à voir avec Abigail. Il n'aurait pas voulu être là quand elle comprendrait la vérité. Ou peut-être que si, au contraire. Au sommet de la colline, Anna se retourna pour contempler la ferme, essayant d'oublier que son cœur l'entraînait de ce côté. Je tiens à notre amitié, avait-elle affirmé à Samuel, qui cherchait-elle à leurrer. Elle ne voulait pas être son amie, mais son amante. Oh Samuel, murmura-t-elle, comment vais-je résister à mes sentiments pour toi? Il le fallait pourtant. Elle continuerait à prétendre qu'il s'agissait d'amitié, qu'elle ne souffrait pas 1000 morts chaque fois qu'elle le rencontrait. Si elle parvenait à se mentir avec assez de constance, peut-être finirait-elle par, par le croire. 2 jours plus tard, River annonça à Anna qu'il allait mettre sa suggestion en pratique. Nous appellerons notre production Fil de soie de Milan. Si cela nous en fait vendre plus, nous garderons ce nom. Anna avait du mal à contenir sa joie. Quand serons-nous si ça marche? À la fin de l'été prochain, je pense. Cependant, dès la fin juin, l'augmentation impressionnante des fils de soie de Milan prouva que l'idée d'Anna était excellente. River étudiait avec satisfaction la liste de commandes qui venait d'arriver ce matin-là. À ce rythme, il serait obligé de mettre de nouvelles machines en place et d'engager d'autres ouvrières, mais c'était un souci bienvenu. Il se sentait assez stupide d'avoir rejeté la proposition d'Anna, comme il l'avait fait tout d'abord, mais cela lui avait paru si ridicule. Après tout, que connaissait-elle aux affaires? Son domaine, c'était la maison, comme il se doit. Toutefois, il savait reconnaître ses erreurs et ferait part à Anna de sa décision dès que possible. À ce moment, il entendit la porte du vestibule s'ouvrir et une voix rauque se mit à crier. Oh! Montre-toi si tu es un homme! Espèce de couard! Il sortit dans le couloir et se trouva face à Amos Tuttle, qu'il reconnut à peine. Il avait vieilli de 10 ans. Sa figure poupine était ravagée et hagarde. Sa bouche, d'habituel molle, s'était durcie comme une balafre. En découvrant l'expression désespérée de ses yeux et la haine qui en jaillissait, River sait pourquoi il était venu. Salaud! Hurla Tuttle en sortant un colt de sa poche. River n'eut pas le temps de plonger à terre. Tuttle visa et fit feu. Anna, à l'étage, s'occupait du linge quand le bruit la fit sursauter. Elle se figea, les yeux agrandis de peur, tandis que le coup de feu résonnait encore. En criant le nom de River, elle lâcha son linge, prit ses jupes à pleines mains et courut dans l'escalier. À mi-chemin, elle vit River étendu face contre terre. Elle appela de nouveau et se précipita vers lui avec une telle hâte qu'elle faillit trébucher dans ses jupons. Elle fit une brève pause devant Amos Tuttle, toujours debout dans le vestibule, le revolver à la main. L'air sentait la poudre brûlée, puis se laissa tomber à genoux près du corps de River. Pourquoi avez-vous tué mon mari? Le regard absent sans vie de Tuttle rencontra le sien. Parce que ce salaud couche avec ma femme. Elle fit rouler le corps de River sur le dos et pâlit à la vue de la tache rouge foncée qui s'étendait sur sa chemise, comme une horrible fleur déployée. Frénétique, elle déchira le morceau de son ourlet qu'elle mit en boule contre le flanc de River pour étancher le sang. Elle toucha son cou et perçut un faible battement dans la veine. Ouf, Dieu soit loué. De l'aide! Elle avait besoin d'aide. Samuel, James, n'importe qui. Elle se leva et passa près de Turtle pour se rouer dehors.
Dans la lumière aveuglante du soleil, elle eut un sanglot de soulagement en voyant Samuel et James dévaler la colline dans sa direction. Anna, que s'est-il passé? Nous avons tous entendu un coup de feu, s'écria Samuel en courant vers elle. Amos Tuttle a tiré sur Ivor. Vite! Elle ne pouvait plus respirer. James jura et accéléra le pas. Samuel et Anna sur ses talons. Ils se précipitèrent dans le vestibule. Ryver était toujours étendu par terre et Tuttle s'était assis sur les marches, les bras ballants. Il leva la tête. Ses joues striées de larmes lui donnaient l'apparence d'un petit garçon perdu. James se jeta sur lui, le saisit par le col et le mit debout. Ne perds pas ton temps avec lui, ordonna Samuel en s'agenouillant près de Ryver. Va plutôt chercher le médecin. James projeta Turtle contre le mur. Si mon frère meurt, tu mourras aussi. Puis il partit en courant. Turtle glissa tout le long du mur, geignant comme un enfant. Anna, faites sortir ce salopard avant que je ne le tue moi-même, pria Samuel. Sous le choc, Anna éprouvait un certain détachement qui lui permit de prendre Turtle par le bras avec calme pour l'emmener au salon où elle le fit asseoir. Il lui saisit la main. Comprenez-moi, votre mari a commis l'adultère avec ma femme. C'est pourquoi j'ai tiré sur lui. Je voulais le faire payer, il le fallait. Elle retira sa main d'un geste brusque. Comment osez-vous salir la réputation de mon mari avec vos mensonges? James Ryver, jamais, jamais, James, Samuel ou même Ryver n'aurait fait quelque chose pareil. C'est ce que vous, c'est que vous ne connaissez pas votre mari aussi bien que vous l'imaginez. Il est l'amant de ma femme depuis des années. Vous me rendez malade, monsieur Tuttle. Mon mari a besoin de moi. Tuttle enfuit sa tête dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Comment a-t-elle pu me trahir ainsi, ma belle Cécilia? Anna quitta le salon poursuivie par ses lamentations. Votre époux a eu beaucoup de chance, madame Shaw, dit le docteur Bradley. La balle n'a pas causé trop de dommages. Avec du repos et des soins vigilants, il s'en remettra. Anna s'appuya légèrement contre Samuel. Dieu soit loué. Je donnerai mes instructions à madame Hardy, ajouta le médecin. Puis-je le voir? Il acquiesça d'un signe de tête. Elle prit une profonde inspiration pour se donner du courage. Plus tard, il faudra faire face aux accusations d'Amos Tuttle, mais pas pour le moment. Elle entra dans la chambre de Ryver. Étendu dans son lit, il avait le visage aussi blanc que le drap, qui le recouvrait jusqu'à la poitrine, et se soulevait au rythme de sa respiration. Anna tâta sa joue, elle était douce et chaude. Ryver frémit à ce contact sans ouvrir les yeux. Elle s'assit près du lit et lui tendit la main. Malgré l'état de choc dans lequel elle se trouvait, 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Que raconter au garçon? Que dire à Ryver quand il se réveillerait? Qu'allait-il arriver à Amos Tuttle? Ryver avait-il commis un adultère? Non, pas lui. Elle ne quitta pas son chevet avant que Samuel ne vînt la trouver à la nuit tombée. Anna, le dîner est prêt. Je n'ai pas faim, mais vous êtes restée assise ici toute la journée. Vous devez être exténuée. C'est mon mari, Samuel. Ma place est à ses côtés. Il s'agenouilla près d'elle. Les enfants vous réclament. Je leur ai dit qu'un fou avait tiré sur leur père. Mais il est hors de danger maintenant. Elle ferma les yeux et se laissa aller en arrière. Est-ce que Benjamin a demandé pourquoi on avait tenté de tuer son père? Il est très intelligent. Ce n'est qu'un petit garçon, dit Samuel. Il est effrayé, c'est tout. Elle se leva, mit un peu d'ordre dans son chignon à demi défait et se rendit près de ses enfants. À son retour, elle trouva Samuel les sourcils froncés, son beau visage reflétant son tourment intérieur. Comment vont les garçons? Ils avaient peur pour leur père, mais je leur ai demandé de se montrer forts et braves, et ils se sont calmés. Total a-t-il été arrêté? Total Père nous a supplié de ne pas porter plainte contre son fils. Il a même offert d'annuler la dette de Ryver à la banque. Elle jeta un coup d'œil à son mari. Bien que j'aimerais mieux voir Tuttle payer pour ce qu'il a fait, je suis sûre que Ryver préférera cette solution si cela rend service à la filature. Anna, à propos des accusations de Tuttle, elles sont fausses, bien entendu. Quand Ryver sera rétabli, il me le confirmera lui-même. Je suis sûre qu'il vous dira la vérité. Et Samuel s'en alla. Ryver s'éveilla sous l'effet de la douleur et vit le visage inquiet d'Anna flotter au-dessus de lui. Ne parlez pas, chuchota-t-elle, avec une sollicitude qu'il ne méritait sûrement pas. Le docteur Bradley
a dit que vous vous rétablirez à condition de vous reposer. Il n'allait donc pas mourir. Tuttle avait mal visé. Il eut un pâle sourire à l'adresse d'Anna, puis trouva refuge dans une bienfaisance inconsciente. Peter, vous ne pouvez donc pas t'empêcher de lui courir après, n'est-ce pas demanda Samuel d'un air dégoûté. River était assis dans son lit, son flanc gauche toujours bandé. Je suis encore alité, répliqua-t-il. Pourrais-tu avoir la décence d'attendre mon rétablissement avant de m'écorcher vif? Oh, tu es sûrement assez costaud pour entendre ce que j'ai à dire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le coup de feu d'Amos Tuttle, et River était capable de rester assis dans son lit 2 heures par jour. Selon Bradley, il pourrait même faire quelques pas dès le lendemain. Aussi, Samuel n'avait-il guère de scrupules à lui dire ces 4 vérités. Le monde se moque de toi, Coldwater, comme on le faisait de papa. Romy avait des faiblesses pour la bouteille, dit-on, et son fils en a pour les femmes mariées. Tel père, tel fils. River devint cramoisi. Quel coup bas, répète encore une fois, et je t'écrase la figure contre ce lit. Je ne ressemble en rien à papa. C'est ce que, c'est que tu ne te rends pas compte, pensa Samuel. Il enfonça ses poings dans ses poches. Est-ce qu'elle en valait vraiment la peine? Tu en es presque mort, et maintenant tout Coldwater et la moitié de Hartford sont au courant de votre liaison. Inutile de rendre les choses si vulgaires. J'aime Cecilia, et je l'ai toujours aimée. Et cela justifie tout demanda Samuel. As-tu songé à ceux qui risquaient d'être blessés si vous veniez à être découverte? Que devient ta femme et tes enfants? Sans parler de Cecilia et son pauvre fou de mari. De tous les inconscients égoïstes que tu es. Baisse le ton, tout le monde va t'entendre. Aucune importance, tout le monde le sait déjà. Rivers se redressa. Qu'est-il arrivé à Cecilia? Tuttle l'a-t-il chassée? Je suis ravi de constater que ton premier souci va à ton épouse, comme d'habitude. Tu ne me comprends pas, répondit River. Tu n'as jamais compris. Toi, tu n'as jamais compris. Anna, dit Samuel. Non. Je pense qu'elle essaie d'oublier toute l'affaire en travaillant jusqu'à l'épuisement. Elle va à la filature. Vraiment? Demanda River. Qui fait-elle? À ton avis, qui l'a dirigée en ton absence, ballot? C'est elle qui ouvre tous les matins, distribue le travail aux ouvriers et fait la fermeture à la nuit tombée. Elle s'occupe aussi de soigner ta misérable personne et dirige la maisonnée comme un général au combat. Anna est forte, se dit River. Elle sortira indemne de cette histoire. Cecilia, elle risque de tout perdre. Pourquoi ne pas y avoir songé avant? Demanda Samuel. Parce que c'était plus fort que moi. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé, Samuel. Qu'est-il arrivé à Cecilia? Il se laissa aller contre les oreillers en grimaçant de douleur. Samuel tira une lettre de sa poche et la jeta sur le lit. Je voudrais bien te prendre en pitié, mais je n'y arrive pas. J'ai vu Tuttle Père hier pour discuter de sa proposition au sujet de ton emprunt. J'allais partir quand Cecilia m'a abordé et demandé de te donner cette lettre, en précisant qu'elle expliquera tout. Comment était-elle? Si jamais Tuttle lui a fait du mal, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Elle paraissait fatiguée et triste, les yeux rouges, comme si elle a pleuré depuis très longtemps, mais elle était en bonne santé. Dès que j'irai mieux, je me rendrai auprès d'elle. Samuel grogna de dépit. Pour que Tuttle te tue à coup sûr, laisse donc sa femme tranquille. Raver se mit à lire la lettre. Il est écrit. Amour, je t'en prie, pardonne-moi. Si j'avais su qu'Amos en voulait à ta vie, je l'aurais arrêté par n'importe quel moyen. Mais grâce à Dieu, tu as survécu. Si Amos avait tenté son but, la vie n'aurait plus eu de sens pour moi. Je soupçonne l'un de mes domestiques d'avoir remarqué mes absences fréquentes et de nous avoir dénoncés. Amos m'a suivi. Quand je suis rentrée, il m'a menacé de me séparer de mon fils si je n'avouais pas la vérité. Je te supplie de me pardonner. Je n'avais pas le choix. Il me faut maintenant te dire le plus difficile. Nous ne devons plus jamais nous revoir. Amos jure qu'il m'a pardonné et qu'il oubliera mon infidélité parce qu'il m'aime. Mais je dois renoncer à toi, partir pour New York avec lui.
Son père lui a trouvé une place dans une banque et j'ai accepté de le suivre. C'est le mieux que nous ayons à faire. Tu dois m'oublier. Je dois t'oublier. Porte-toi bien, Cécilia. Ivor devint très pâle et la lettre lui échappa des mains. Qu'y a-t-il demanda Samuel. Tuttle et elle se sont réconciliés et ils quittent Hartford. Elle ne veut plus me voir. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait accepté cela. Étant donné les circonstances, que pouvait-elle faire d'autre s'étonna Samuel. Elle a choisi de sauver ce qui reste de son mariage, et c'est digne d'éloge. River se tut. Mais le désespoir reflétait dans son regard l'étendue de sa détresse. Samuel se leva. Il m'est difficile de me rendre à tes raisons, River. C'est toi qui as provoqué ce désastre, et tu n'as que toi à blâmer. Tu n'as que ce que tu mérites. Je ne veux pas de ta mercitude, de ta mercitude. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de repos. Oui, en effet, il te reste à t'expliquer avec Anna, et je n'aimerais pas me retrouver à ta place, pour toute la soie de Chine. Une semaine avait passé, et River se rendit compte qu'il ne pouvait plus retarder l'échéance. Après avoir fini son petit déjeuner, qu'Anna lui avait apporté sur un plateau, il se leva et s'habilla. Il trouva Madame Hardy au salon, surveillant Abigail qui jouait tranquillement. Où est Anna? Elle est là où elle va tous les matins depuis qu'on t'a tiré dessus, à la filature. Faudrait-vous lui dire que j'aimerais la voir? Je reste avec Abigail. Madame Hardy revint 5 minutes plus tard avec Anna. Celle-ci, l'air inquiétée, demanda. N'est-il pas trop tôt pour vous lever? Le docteur Bradley a dit que j'allais bien. Il jeta un coup d'œil sur Abigail qui, assise par terre, choisissait ses cubes avec la plus grande attention. J'aimerais que Madame Hardy emmène Abigail jouer dehors. J'ai à vous parler, Anna. Comme il redoutait cette entrevue. Il en avait les mains moites et la bouche sèche. Madame Hardy saisit l'enfant et sortit. Anna regardait son mari d'un air circonspect. Il ferma soigneusement la porte du salon, se tourna vers elle et prit une profonde inspiration. Puis il avoua d'une traite. A-t-elle a dit la vérité? Anna frémit, devint très pâle. Impossible de continuer à se mentir. River fit un pas vers elle, tendit la main. Ne me touchez pas. Elle se laissa tomber sur la banquette anéantie. Madame Tuttle était donc votre maîtresse? Son mari l'a découvert et c'est pourquoi il a voulu vous tuer? Il y avait tant de peine dans sa voix rauque que River, incapable de le supporter, détourna son regard. Oui. Combien de temps cela durait-il? Anna, combien de temps? Sa véhémence la désarma. Il n'avait pas imaginé une telle réaction de son épouse, si dévouée et docile. Avant son mariage, 1 an avant le nôtre. Et après, j'ai j'ai continué de la voir. L'aimez-vous? Tout en lui criant je l'aime toujours. Et la voix, oui. Alors pourquoi m'avoir épousé moi et non elle? Oh, que je suis bête. Vous ne m'avez pas épousé que pour obtenir de mon oncle la terre de Resbrook, rien de plus. Quel dommage que Madame Tartle n'ait rien eu de semblable à vous offrir. Vous aurez vu, vous auriez pu vous passer de moi. River lui lança un regard agacé. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui est fait est fait. Il nous faut oublier et continuer. Elle se leva les poings serrés. Oh, je vois. Je suis censée oublier que vous avez brisé les liens du mariage pour me trahir avec une autre femme. Censée ne pas entendre les murmures de commisération dans mon dos où que j'aille. Ignorer les larmes de Benjamin quand il rentre de l'école. Pour la première fois, River sentit le feu de la honte. Mon fils rentre en pleurant, pourquoi? Que croyez-vous? Les autres enfants insultent son père, répétant ce que disent leurs parents. Mais il n'en parle jamais, parce qu'il sait que j'en serai bouleversée et qu'il vous idolâtre. Les larmes roulaient sur ses joues. River baissa la tête. Je ne m'étais pas rendu compte. Rendu compte? Goodness me! Êtes-vous si arrogant que vous pensiez être le seul homme au monde? Croyez-vous donc que vos actes ne rejaillissent pas sur les autres? Eh bien si, je suis censée prétendre que rien n'est arrivé? Elle hocha la tête en signe de dégoût. À moins que vous ne preniez le fusil pour achever ce que Tuttle a manqué, Anna,
ou que vous ne quittiez cette maison. Oui, c'est exactement ce que nous allons faire. Ne me tentez pas, Rivershaw. De nouveau sa véhémence le déconcerta. Je suis vraiment désolée de vous avoir blessé, vous et les garçons. Mais j'ai payé, presque au prix de ma vie, et je vous demande de me pardonner. Il tendit les bras vers elle. Je ne suis pas sûre de pouvoir. La main de River retomba. Il est peut-être temps que je revienne partager votre chambre. Anna eut un mouvement de recul. Au risque de donner naissance à un idiot tel que Abigail, elle ramassa ses jupes et quitta le salon. Il ne fit pas un pas pour la retenir. Anna sortit de la maison et se mit à marcher. Elle aurait bien poursuivi sa route jusqu'à tomber face contre terre, mais quand elle parvint au champ de tabac où elle avait rencontré River la première fois, elle s'y arrêta. Elle s'appuya contre le muret. Les larges feuilles des plantes de tabac ondulaient comme une mer verte sous la brise de juin, chargée de parfums de la terre rouge et de la pluie prochaine. Maudit sois-tu, Rivershaw, cria-t-elle. Un vol de corbeaux s'égaya dans le ciel comme une décharge de chevrotines, et leurs croissements résonnèrent moqueurs. Anna pleurait, et ses sanglots la secouaient si fort qu'elle devait se retenir aux pierres tièdes pour ne pas s'enfoncer dans le mur. Elle perçut le lent clopinement d'un cheval sur la route. Elle se sécha les yeux et se moucha en hâte, puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir celui qui arrivait. C'était Samuel. Il s'arrêta à quelques pas. Il vous a donc tout dit. Elle fit un signe de tête, des larmes coulant sur ses joues malgré elle. Samuel mit pied à terre et la rejoignit, soulevant la poussière de la route. Il s'assit près d'elle sur le mur sans la toucher. Oh Anna, je suis tellement navrée pour vous. Vous étiez au courant pour Madame Tuttle, depuis le début, n'est-ce pas? Oui. Elle est la maîtresse de mon frère depuis des années. Pourquoi vous, entre tous, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je croyais que vous étiez mon ami, que vous étiez mon ami et que j'avais confiance en vous. Et qu'est-ce que cela aura donné? Répliqua Samuel, en tressaillant à ses reproches. Cela vous aurait fait de la peine, pour rien, et je ne pouvais pas supporter cette idée. Ce n'aurait pas été pire que ce que j'endure à présent. J'ai tellement lutté pour faire de mon mieux, être une bonne et loyale épouse pour River. J'ai partagé son lit, mis ses enfants au monde, essayé de comprendre sa passion pour la filature. Et tout ça pourquoi? Apprendre qu'il me trompait depuis toujours. Samuel prit ses mains froides entre les siennes, chaudes et réconfortantes. Elle leva les yeux sur lui. Vous auriez dû le voir dans le salon, en train de m'avouer la vérité. Il se comportait comme s'il n'avait rien fait de comme s'il n'avait rien fait de mal. Même s'il ne le montre pas, dit Samuel, River regrette profondément ce qu'il a fait. Anna le regarda avec des yeux durcis à travers ses larmes. Je n'en crois pas un mot. Il ne regrette rien. C'est un parfait égoïste. Qu'allez-vous faire alors? Le quitter? Il caressa la jointure de ses doigts blanchis par l'attention. Elle soupira. Et où irai-je? Chez mon oncle et ma tante? Ils m'accueilleraient sûrement à bras ouverts. Et je dois penser à mes enfants maintenant. Elle retira sa main et se frotta le bras comme si elle avait froid. Non, non, je resterai. Mais tous les sentiments que j'ai pu éprouver envers River sont morts. Ils revivront avec le temps, dit Samuel. Elle secouait la tête. Non, il m'a fait trop mal. Monsieur Tuttle a peut-être pardonné à sa femme, mais moi, je ne pardonnerai jamais à mon mari. Les premières gouttes de pluie tombèrent en faisant bruire les feuilles de tabac. Samuel leva la tête vers le ciel assombri, qui semblait refléter son émotion. Nous devrions rentrer avant d'être trempés. Il lui jeta un regard plein de défi. Et elle dit, je n'ai pas envie de rentrer, jamais. Mais il le faut. Ah oui, dit-elle, le devoir. Samuel alla chercher le cheval qui contemplait la route avec placidité, sauta en selle et tendit le bras à Anna. Elle ne bougea pas, butée. Enfin, elle se leva, et Samuel la fit asseoir devant lui. La sensation de son bras ferme passé autour de sa taille, de son corps, tel un rempart derrière elle, lui procura l'apaisement et le réconfort dont elle avait tant besoin. Samuel fit avancer le cheval avec lenteur. Anna s'appuya contre lui,
laissant la pluie laver les larmes séchées. Vous souvenez-vous de ce jour, il y a des années, où vous m'avez demandé de fuir avec vous? Eh bien, je regrette de ne pas l'avoir fait. Il tira si brusquement les rênes que le cheval rejeta la tête en arrière avec un hennissement de protestation et se mit à danser sur place. Samuel regarda Anna, ses yeux pâles, brillants d'ardeur, tout son corps tendu. Ne dites pas cela, Anna. Elle pressa ses lèvres contre les siennes, aussi tièdes et attirantes qu'elles le paraissaient. Il résista un instant, puis répondit à son baiser. Soudain, il recula, les yeux pleins de colère au lieu de désir. Cherchez-vous à vous venger de River? Un peu. Je pense autant à ça. Je pense surtout à moi, à mettre fin à mon chagrin. Alors c'est bien. Je ne serai jamais le substitut d'un autre homme. Il la serra contre lui en soupirant. Anna, vous me feriez si facilement oublier que River est mon frère. Et vous, que je suis sa femme. Ils terminèrent le trajet en silence, tous les deux refusant d'admettre qu'ils jouaient avec le feu. Il fallut plusieurs semaines à Anna pour que la blessure infligée par l'infidélité de River commençât à cicatriser. Elle s'investit encore plus dans le travail de la filature, car cela l'aidait à garder les idées claires et à ne pas ressasser la liaison de son mari avec la charmante Cecilia Tuttle. Elle enregistra la livraison des flacons d'indigo, de cochenille et autres. C'était un vaste bâtiment, éclairé de hautes fenêtres, afin de laisser entrer le plus de lumière possible. En entrant, elle fronça le nez à l'odeur âcre qui montait des bacs de cuivre. Giuseppe Torelli, le maître coloriste que River avait fait venir à grands frais d'Italie, se tenait près d'une cuve, examinant 5 écheveaux fraîchement teintes qui penchaient d'une perche. Monsieur Torelli, appela Anna. Il se leva, lui sourit. Bonjour, signora, dit-il avec une courbette. Une nouvelle fournée de colorants. Anna lui tendit sa collection de flacons. Grazie. Il les disposa sur une table et commença à prendre une pincée de celui-ci, une cuillerée de celui-là, pour les mélanger avec l'habileté d'un sorcier qui prépare une potion magique. Anna l'observait avec étonnement. Comment savez-vous quelle proportion utiliser? Giuseppe Torelli se tapota le front avec un doigt taché d'indigo. Anna écarquilla les yeux. De mémoire. Il acquiesça. Enrico, son fils cadet, qui passait en portant des sacs de mousseline emplis de soie prête à être teinte, sourit avec fierté. Les formules de mon père sont des secrets bien gardés. Il est le seul à connaître les mélanges à faire pour obtenir telle ou telle couleur. Et vous, Enrico, vous ne le connaissez pas? Personne n'en sait rien excepté votre père? Enrico hocha la tête avec un grand sourire et continua son travail, laissant Anna perplexe. Quel serait le sort des soirées chaudes si le maître coloriste venait à mourir brusquement? Dans la soirée, elle accosta River dans son bureau. J'ai appris quelque chose de très inquiétant aujourd'hui, dit-elle. Il demanda sans lever les yeux de son livre de comptes, car leur relation était toujours très tendue. Quoi donc? Savez-vous que Giuseppe fabrique ses teintures uniquement de mémoire, que personne d'autre ne connaît les formules et qu'elles ne sont même pas écrites? Il prit un air condescendant. Évidemment, les recettes d'un maître coloriste sont des secrets bien gardés et non écrites, de peur qu'ils ne soient volés et vendus à une autre maison rivale. En acceptant de travailler pour moi, Torelli a apporté ses secrets. Et que feriez-vous s'il lui arrive malheur? Eh bien, je trouverai un autre teinturier. Exaspérée, Anna haussa le ton. Ce ne serait pas plus simple d'écrire les formules et de les mettre en sûreté, surtout celles de la teinture noire? Le noir était la teinte la plus délicate à obtenir et l'une des plus demandées à cause des vêtements de deuil. Celui de Giuseppe Torelli était dense et résistant, et ses écarlates, ses cramoisis obtenus à partir de la cochenille, parmi les plus vibrantes qu'Anna ait jamais vues. Je ne sais pas si Torelli voudra écrire ces formules. Ces Italiens ont le goût du secret. Il y a sûrement un moyen de le persuader. Vous n'avez pas tort, si un malheur lui arrivait. La qualité de notre fil en souffrirait sans parler
du temps perdu à trouver un autre coloriste. Le lendemain, Raver passa un marché avec Torelli. Celui-ci transmettrait ses secrets à son fils Enrico, et s'il décidait de quitter les soirées chauds pour une maison concurrente, il devrait payer un dédommagement afin que River trouve un remplacement. Anna se dit que les Torelli allaient rester fidèles aux soirées chauds très, très longtemps.